Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean Alary, le cofondateur d'Artefact 3000, le pôle créatif de l'agence digitale. Il publie La transformation positive des marques, la data contre le greenwashing. Explication dans une minute. Le débat de ce Smart Impact portera sur la résilience alimentaire. Les crises se succèdent. Comment nourrir les territoires en ces temps d'incertitude? Réponse tout à l'heure. Et puis la start-up du jour, c'est Ma petite planète, ou comment relever des défis écologiques entre copains, entre collègues ou en famille. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Jean Alary, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur d'Artefact 3000. C'est quoi? Quel est son rôle au sein de l'agence digitale, au sein d'Artefact? Alors Artefact 3000, on est le département création en communication. Donc on est une agence de communication à l'heure du digital, on ne fait pas que du digital. Et nous, notre rôle, c'est de transformer les deux métiers complémentaires d'Artefact 3000, qui sont les métiers liés à la transformation des entreprises par la data et par le numérique, à finalement raconter la transformation que les entreprises sont en train de mettre en place par la donnée. Oui, et on va justement essayer de comprendre ce que la data peut faire contre le greenwashing, la transformation positive des marques, c'est le titre de ce livre aux éditions Vuibert. Mais peut-être une question un peu générale sur ce greenwashing. Est-ce que vous l'avez beaucoup vécu et est-ce qu'il est forcément volontaire, ce greenwashing? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que parfois c'est aussi par méconnaissance, par manque d'information? C'est une super question. La réalité, c'est que je pense que c'est important de commencer par dire qu'il n'y a pas de délit juridique de greenwashing. Aujourd'hui, on se parle plutôt d'un gentleman agreement sur des bonnes pratiques et on considère que le greenwashing, c'est appuyer trop fort sur un point qui serait trop minimal dans le modèle d'une entreprise. Donc vous voyez, la frontière est très floue. Je pense quand même qu'il y a des entreprises qui ont pu abuser par le passé en donnant trop d'entreprises effectivement à des initiatives qui étaient trop petites. Moi, ce que je vois aujourd'hui au quotidien chez mes clients et plus largement sur les marchés, c'est que toutes les entreprises sont en train d'essayer de changer et que beaucoup ne savent pas comment le raconter parce que parfois, c'est ne pas oser donner de la valeur à un savoir-faire, parfois, c'est vouloir trop en donner. Donc finalement, ce livre cherche à remettre le consommateur au cœur de l'équation pour s'assurer que les messages seront bien entendus, bien reçus et pas rejetés. Oui, parce qu'à l'arrière, vous dites qu'il n'y a pas de délit, on est bien d'accord, mais le rejet, c'est celui du consommateur. Donc le greenwashing, il a d'abord cet effet négatif pour une marque, quand il est identifié et rejeté par un consommateur. D'ailleurs, il y a une espèce de méfiance au-delà des marques, vis-à-vis des entreprises dans leur démarche sociétale ou environnementale qui s'exprime. Exactement, c'est à la fois un grand paradoxe qui est intéressant, qui est vraiment une matière de travail au quotidien pour nous, c'est que d'un côté, les gens se méfient de la communication des entreprises, a fortiori quand elle est sur des sujets responsables, et de l'autre, ils ont de fortes attentes. Et tout le monde est très conscient que c'est par les entreprises, par le privé, qu'une partie de la transformation que le 21e siècle nous réserve va arriver. Donc, dans cette zone grise de défiance versus confiance, c'est là que je travaille au quotidien. Alors on va s'appuyer sur certains des cas que vous avez cités, mais peut-être ce principe, la data contre le greenwashing. Moi, ça m'a intrigué quand j'ai vu ce sous-titre. Quel rôle les données peuvent jouer? Alors, d'abord, c'est important, effectivement, la data contre le greenwashing, on se parle de communication, puisque le greenwashing, c'est quasiment qu'un sujet de communication. Donc, l'idée, c'était de se dire comment on va utiliser la donnée. En l'occurrence, moi, j'ai beaucoup travaillé là sur de la donnée consommateur, mais ce n'est pas forcément le seul matériau. On peut très bien partir de la donnée de navigation sur le web, par exemple. Et cette donnée permet d'identifier des gens susceptibles d'être réceptifs à des messages responsables, afin de faire en sorte que les entreprises priorisent leurs efforts de communication auprès de publics qui sont réceptifs à des messages, parce que sans l'avoir théorisé officiellement, moi je crois quand même que le greenwashing, c'est surtout une réaction de rejet face à des gens qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas envie d'entendre que Total puisse être une entreprise en transformation, par exemple, et que du coup, en identifiant les bonnes personnes, les entreprises réduisent le risque d'accusation de greenwashing, puisqu'elles vont parler à des gens qui ont fait la bascule dans leur tête sur le fait qu'il faut une voiture électrique, il faut consommer moins, il faut consommer plus local, ou il faut essayer de réduire la fréquence d'achat sur un certain nombre de catégories. Voilà.
D'accord. Alors, il y a, je le disais, différentes catégories. Il y a la marque Fayotte, on y reviendra peut-être, mais il y a la marque Sisyphe. Alors, Sisyphe, c'est ce rocher qu'elle porte, il finira Absolument. toujours par retomber au bas de la montagne, quoi. Absolument. Donc, c'est quoi la marque Sisyphe? La marque Sisyphe, c'est une des 4 catégories. J'ai créé une petite matrice dans cette méthodologie de transformation par la com. Et la marque Sisyphe, c'est une marque qui souhaite initier le changement sur une catégorie qui n'est pas très mature sur la question de la responsabilité. Donc, dans le cas présent, en fait, donc le livre il est composé d'une méthodo et de 4 études de cas appliquées pour montrer que chacune des marques, en fonction de sa situation de marché et de sa propre situation, peut changer, peut engager une démarche de changement par la com. La marque Sisyphe, j'ai pris l'exemple de Total Direct Energy que je connais très bien puisqu'on les accompagne en communication commerciale. Et donc c'est une marque qui a choisi un peu contre vents et marées, c'est bien pour ça que cette image mythologique a été choisie. C'est contre vents et marées qu'elle cherche à initier sa transformation et c'était la campagne Total Direct Energy, c'est pas Versailles ici qu'on a sorti il y a 3 ans, qui en fait finalement était une des premières briques de la transformation de Total vers une société qui ne fait pas que des sources d'énergie qui sont à base de carbone, mais aussi à base de renouvelables, à base d'éolien et à base de solaire. Oui, c'était un mouvement profond, puisque ça va du changement de nom. C'est-à-dire qu'on passe de Total à Total Énergie, il y a un logo qui change, et qui a du sens, avec un certain nombre de couleurs qui sont symboliques. C'était une démarche globale. Alors, le nom est arrivé plus récemment, il y a uniquement 1 an. À l'époque, c'était Total Direct Energy, mais effectivement, cette campagne, le rachat de Direct Energy, c'était la première brique, le premier pas de Total vers l'hybridation de son modèle. Et que naturellement, le gros défi, c'était d'éviter de faire en sorte que les gens se disent « Tiens, Total est en train d'essayer de me raconter quelque chose que je ne crois pas ». D'où cette approche de la communication qui a choisi d'identifier d'abord des consommateurs qui font déjà des efforts pour que la marque se positionne du côté des gens qui font déjà des efforts, plutôt que d'essayer de leur expliquer que la vie sera plus belle avec une voiture électrique. Et donc, les données, la data, ça permet, vous l'avez évoqué, mais d'identifier les bons canaux de communication et les bons groupes de consommateurs, c'est ça ? Surtout les bons groupes de consommateurs, de comprendre qui ils sont, quelles sont leurs attentes vis-à-vis des marques, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce que je peux leur toucher, quel type d'offre, quel type de prix leur pousser. En fait, la donnée consommateur à cela que plus les gens passent du temps sur Internet, plus il y a de données disponibles sur eux. D'ailleurs, je fais une micro-parenthèse, c'est important. La valeur nominale d'une donnée consommateur est quasi nulle. On s'en fiche de savoir si c'est vous ou votre voisin de palier. Ce qui est important, c'est plutôt vos schémas de consommation. Et dans tout ce matériau de données consommateurs, on peut identifier les sous-groupes qu'on va aller chercher en priorité. Dans la méthodologie que vous proposez dans ce livre, vous parlez d'identifier les bonnes preuves. Alors, je comprends ce que ça veut dire, mais dans le détail, ça signifie quoi ? Ça signifie que, par exemple, une marque, quand elle lance, je dis n'importe quoi, des pâtes made in France, en fonction de l'endroit où c'est fabriqué, de la nature de l'emballage, du type de produit qui va être utilisé, de type de réseau de distribution qui va être favorisé, ou même du type de dessin d'une pâte, c'est autant de preuves que vous devez avoir, que vous pouvez choisir de mettre en avant en communication. Vous savez, en communication, généralement, on dit qu'il faut une preuve par message, sinon les gens ne retiennent rien. Donc, identifier les bonnes personnes et leurs attentes vis-à-vis des marques, c'est aussi être capable d'identifier quelles vont être la preuve qui vont les aider à basculer ou à choisir une marque plutôt qu'une autre. Et que peut-être qu'effectivement, si je me rends compte dans mes données que Thomas, vous aimez impérativement le blé dur qui est fabriqué en Picardie, c'est cet argument-là que je vais mettre en avant pour vous parler de l'Ustucru plutôt que son emballage éco-conçu, par exemple. D'accord. La marque Fayotte, c'est celle qui en fait trop ? C'est celle qui, entre guillemets, a la chance d'être sur une catégorie déjà mature et qui veut être mieux disante sur une catégorie déjà mature. Donc on va dire qu'elle est Fayotte, c'est un titre qui est un peu provocateur, c'est exprès. Elle a besoin d'éclairer, si vous voulez, d'être en avant-garde et de faire en sorte de faire toujours plus avancer les choses, et c'est pas facile. Oui, parce qu'elle a un défi qui est quand même intéressant, qui est de continuer d'être à l'avant-garde, tout en s'adressant éventuellement à ceux qui sont un peu en retard, les consommateurs, dans leur démarche environnementale, ou qui peut-être aimeraient bien, mais n'en ont pas les moyens. Parce que ça, c'est un vrai défi du temps aussi. C'est un énorme défi, c'est le fameux débat fin du mois versus fin du monde. Il n'y a pas une journée où au quotidien, on n'est pas confronté à cette problématique de faire en sorte que les marques, bien sûr, elles ont envie toujours d'être achetées par des consommateurs qui sont précurseurs, qui ont les moyens, qui ont envie de faire évoluer les choses, mais c'est aussi toute la thématique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusivité. Il faut laisser personne sur le bord de la route.
et si certains types d'arguments responsables sont des arguments promotionnels ou des arguments prix qui ne sont pas les arguments habituellement utilisés par les marques pour parler d'offres responsables, c'est notre devoir d'agence de conseil en communication de les sensibiliser au fait qu'effectivement, payer moins cher, c'est aussi parfois le bon argument à mettre en avant pour faire adopter une offre. CF Total Direct Énergie. Ouais. Alors je reste et on va terminer là-dessus sur la méthodologie que vous proposez. Vous parlez d'une méthodologie des petits pas. Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas être trop ambitieux, il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup ? Oui, je crois qu'effectivement c'est plus facile de mettre en place une démarche de transformation avec des petites étapes qui est capable aussi de piloter un petit peu au fur et à mesure la manière dont on transforme, plutôt que d'appeler de ses souhaits un grand soir qui, je pense, au-delà du fait qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, serait probablement trop dramatique, trop compliqué à adopter et sans doute très difficile. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de la casse, notamment sociale. On parle souvent de l'industrie automobile. Si demain, Stellantis décide de switcher en 100% électrique, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Donc la méthodologie des petits pas, c'est d'accepter d'accélérer la transition, d'accélérer la transformation, mais en faisant quand même en sorte qu'on ait le temps de reformer les équipes, que les consommateurs aient une offre qui leur correspond, qu'on ne les force pas à débourser des sommes astronomiques pour pouvoir se rééquiper, etc. C'est important, en fait. L'enjeu, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde soit dans le même bateau, et c'est la responsabilité des marques aussi, finalement, de faire en sorte que tout le monde transitionne sans brutalité. Oui, et on est au cœur de l'actualité. 23 millions de Français qui roulent en diesel et qui n'ont pas forcément les moyens de passer à l'électrique. Exactement. Merci beaucoup. Merci Jean Alary. Votre livre, La transformation positive des marques, la data contre le greenwashing, est donc publié aux éditions Vuibert. On passe à notre débat avec ce thème de la résilience alimentaire. Comment résister aux crises ? Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et je vous présente tout de suite les invités de notre débat. Hermine Chombard-Delauve, bonjour, bienvenue. Vous êtes déléguée générale du Conseil national pour la résilience alimentaire. À vos côtés, Annabelle Richard, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice Conseil économie locale durable chez Utopie. Le CNRA, Conseil national pour la résilience alimentaire, quelles sont vos missions ? D'abord, si on peut peut-être définir la résilience alimentaire, c'est quoi pour commencer ? Tout à fait. Mot valise, comme vous disiez, mais pourtant, aujourd'hui, on commence à bien comprendre ce que ça veut dire. La définition qu'on a choisie, c'est la capacité des territoires et des systèmes alimentaires à nourrir la population de façon adaptée, accessible et évidemment suffisante. Et tout ça dans un contexte qu'on vit actuellement de crise, Covid, grippe aviaire, mais aussi dans un contexte de changement climatique. Donc le CNRA, basé sur cette définition-là, c'est quoi ? Les missions du CNRA sont d'accompagner tous ces acteurs qui veulent se mobiliser pour répondre à ces enjeux, de la fourche à la fourchette, et surtout en faisant le lien entre eux, parce qu'on part du principe, on constate qu'il y a énormément d'initiatives et d'innovations qui répondent à ces enjeux, mais elles sont isolées. Donc on a l'ambition de les fédérer et de les mettre en lumière pour qu'elles puissent passer à l'échelle. Et vous publiez un baromètre de la résilience alimentaire, on y reviendra. Annabelle Richard, vous avez signé avec Elisabeth Laville une tribune dans Le Monde sur ce thème de la résilience alimentaire. On va y revenir. D'abord peut-être un mot d'Utopie, c'est quoi ? C'est une agence, c'est un cercle de réflexion, les deux à la fois ? C'est une agence de conseil en développement durable qui travaille à la fois avec les entreprises et les territoires, notamment dans le secteur de l'alimentation. Et ce qui nous différencie, c'est qu'on va accompagner entreprises et territoires sur leur transition, de leurs pratiques, mais également on a des activités de think tank. Donc on va consacrer à la fois des ressources, du temps et de l'énergie pour pousser des sujets qui sont encore des signaux faibles, mais dont on pense qu'ils peuvent changer les dynamiques des entreprises, des territoires. Et puis, on essaie toujours de donner un point de vue nouveau sur les sujets. Donc, la résilience alimentaire, on en parlait beaucoup. Et on a décidé de faire cette note en septembre dernier, avant qu'il y ait les conséquences de la crise ukrainienne. Ouais. Donc note effectivement intitulée « Nourrir les territoires en temps d'incertitude ». La tribune qui a été publiée dans le Monde est issue de cette note. Alors peut-être un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Crise alimentaire, guerre en Ukraine, même si la note, vous l'avez dit, précède la guerre en Ukraine, ce sont des révélateurs, ces crises. Tout à fait. Très clairement. C'est intéressant de voir que c'est maintenant dans le débat public, dans le débat politique même, beaucoup plus qu'avant.
Oui, il y a eu une accélération depuis quelques années de sujets dont on sentait qu'ils montaient avec pas mal de fragilités du système alimentaire qui sont déjà étayées dans beaucoup de rapports. À la fois la fragilité du foncier, la fragilité de la population avec des agriculteurs, le manque d'attractivité des métiers et le fait qu'on ait des filières très massifiées, très intenses, très spécialisées, qui de fait nous mettaient en risque. Et là, ce qui s'est passé avec les crises successives, c'est qu'on a eu une prise de conscience à la fois des territoires, mais qui avaient déjà commencé à travailler sur ces sujets-là via des politiques publiques territoriales, et des entreprises qui, en effet, prennent conscience de l'enjeu à relocaliser leurs achats, repenser de nouveaux modèles économiques, et puis imaginer de nouvelles coopérations entreprises-territoires ou entre entreprises, mais au sein d'un même bassin, on va dire. Hermine Chambard-Delhomme, ça veut dire que c'est au niveau territorial plus qu'au niveau supranational, européen, que ça se joue? Parce qu'on parle de réinventer un modèle agricole d'une certaine façon. Oui et non. En fait, les deux, mon colonel. C'est-à-dire que c'est à la fois... Je ne suis pas colonel, mais je prends. À la fois au niveau local, c'est vraiment très important. Mais Annabelle l'a très bien dit, on ne peut pas se passer des coopérations territoriales. Que ce soit d'une commune avec la commune voisine, que ce soit des circuits courts avec les circuits longs, que ce soit entre régions, entre pays. Et c'est ça qui est fondamental. Nous, notre mission, c'est vraiment de faire le lien entre ces systèmes qui s'ignorent et qui ne collaborent pas. On parle du bio et du non-bio, du low-tech et de l'high-tech, du circuit court, du circuit long. D'accord, et donc il faut que tout ça se coordonne, c'est ce que j'ai bien compris. Et le niveau européen, parce que c'est intéressant, vous avez employé volontairement l'expression de la ferme à la fourchette. À chaque fois, j'ai le terme anglais. De la fourche à la fourchette, j'ai le terme anglais en tête, c'est pour ça. Sauf qu'on voit bien qu'avec la crise ukrainienne, il y a une petite remise en cause de ce qui avait été annoncé au niveau européen. Donc ça veut dire qu'il est difficile à imposer ce modèle ? Évidemment, le futur n'est pas rupture. Il faut vraiment qu'on capitalise sur ce qu'on a aujourd'hui et qu'on valorise toutes ces initiatives qui existent d'un côté, et de l'autre côté, qu'on se donne une ligne d'horizon. Après, effectivement, quand on a des crises comme la crise ukrainienne, comme le Covid ou la grippe aviaire, par exemple, forcément, on réagit, forcément, on s'adapte. Mais ce qui est important, c'est de ne pas donner des grands coups de volant, c'est de garder son cap et de poser les bonnes mesures, sans rétro-pédaler, si possible. Annabelle Richard, vous parlez des deux jambes de la résilience alimentaire, autonomie et diversité. L'autonomie, c'est quoi? C'est le circuit court en priorité? C'est plus complexe que ça, j'imagine, mais... L'autonomie, elle peut se penser à différentes échelles. Elle pourrait être européenne sur certaines denrées qu'on ne peut pas cultiver dans certains territoires ou dans certains climats. Nous, ce qu'on a regardé, c'est à l'échelle nationale déjà. Est-ce qu'on peut penser l'autonomie? Oui. On aurait en théorie une autonomie de 108% au niveau national, si on regarde l'ensemble des filières du champ à l'assiette, donc avec aussi des produits transformés. Et ce qui était intéressant, c'était de regarder tout ce qui est annexe, donc les intrants, les engrais, le packaging, les machines agricoles, parce que quand on parle d'alimentation, on ne parle pas que d'agriculture, on va parler de tout ce qui est autour. Donc l'autonomie à l'échelle nationale, elle est atteignable. Aujourd'hui, on est à 60%, on pourrait être à 108%. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a regardé l'échelle régionale, et l'échelle régionale permettrait en théorie d'être le bon niveau pour équilibrer production et consommation en termes de volume. On trouvait ça intéressant parce que les régions, elles ont aussi des compétences de développement économique, elles ont aussi des compétences de planification. Et là, on a une tendance aussi à la territorialisation des stratégies. Donc on pense qu'en fonction des filières, on pourra en tout cas viser une autonomie nationale, voire régionale, avec des disparités quand même selon les régions. L'idée, c'est pas qu'elles soient en autarcie. Bien sûr, et qu'on puisse équilibrer d'une région à l'autre. Mais quand je parlais de changement de modèle, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des productions qui peuvent être assez massives, qui vont être exportées pour être transformés, et puis ensuite on va nous faire revenir en France les produits qui ont été transformés ailleurs. Là, c'est clairement un changement de modèle dont on parle. Un changement de modèle. Ce modèle-là, il est plus adapté. Alors, la transition, elle va se faire lentement peut-être, je ne sais pas, mais il faut en changer ce modèle-là. Il faut changer de modèle. Ce dont on parle dans l'étude, c'est un nouveau maillage géographique, une nouvelle distribution. C'est-à-dire, on va penser autrement la planification agricole, mais aussi l'outil industriel. Avoir des outils, comme le disait Hermine, peut-être plus petits,
pas du micro-outil, pas forcément de l'énorme outil industriel national. Typiquement, les pâtes, on pourrait imaginer avoir des outils industriels à l'échelle des régions, parce qu'aujourd'hui, on n'a que quelques grosses usines et on dépend à plus de 2/3 d'importation. On parlait du blé dur tout à l'heure. Donc, on pourrait imaginer redistribuer l'outil industriel sur les régions. Et ce qu'on dit dans la note, c'est que les régions, elles ont un formidable potentiel de mutation. On parlait de diversité économique tout à l'heure. On pourrait vraiment imaginer de planifier, de faire évoluer l'outil industriel en s'appuyant sur les savoir-faire de chaque région. Et ça, c'est un changement de modèle, à la fois qui peut être porté par les territoires, parce que c'est des questions de développement économique, mais qui ne se fera pas sans les entreprises. Et les entreprises, aujourd'hui, elles ont compris qu'elles devaient changer leur appro, parce qu'elles sont en fragilité avec la fluctuation des prix. Et que, à la fois, les consommateurs, on parlait des marques, sont en attente aussi d'autres atouts, d'une valeur locale, du fait de participer à l'emploi agricole, à préserver l'environnement. Donc il y a un changement de modèle qui se fera, comme on disait, en coopération entre les entreprises et les territoires. Hermine Chambard-Delovsk, ça rejoint ce que vous appelez les guildes, c'est ça? J'ai vu ça en préparant l'émission. C'est quoi les guildes? Tout à fait. Alors la guilde, pour le moment, elle n'existe pas encore. Ouais. Elle est en maturation. L'objectif de la guilde, c'est effectivement de créer un écosystème de vrais gens. J'insiste là-dessus. On n'est pas que sur du digital. C'est très important. Et cet écosystème a pour objectif de faire émerger des projets en faveur des circuits courts alimentaires dans les territoires. En fait, l'objectif, c'est avant tout de capitaliser sur ce qui existe déjà sur le territoire et de reconnecter les acteurs avec leur territoire. Parce que ce que dit Annabelle est très vrai. Il y a quand même, avec une disparité entre nos régions, des outils industriels qui sont installés en France et qui fonctionnent. Mais pour beaucoup, ils sont déconnectés de leurs voisins agriculteurs, qui lui-même ne sait pas très bien où va sa production, à qui elle est vendue, comment elle est transformée, combien elle coûte, combien elle a été vendue, etc. Donc l'objectif, c'est d'abord un premier état de lieu. Vous parliez tout à l'heure du baromètre. Oui. Je saisis la balle. Mais oui, allons-y. Voilà. Il reste 2 minutes, j'avais prévu d'en parler, ça tombe bien. L'objectif de ce baromètre, c'est pas de progrès sans mesure. De quoi on part? Quelles sont les données, quels sont les atouts de mon territoire? Avant de créer une 12e légumerie, je vais m'attacher à savoir quelles sont les légumeries de mon territoire, même si elles sont cachées dans une petite école scolaire rurale, par exemple. Après, on va justement essayer d'identifier les trous dans la raquette. Parce que la résilience, c'est une approche systémique. S'il y a un maillon manquant, on n'a pas un système résilient. Donc comment est-ce qu'on fait pour pallier à ce maillon-là? On va commencer par regarder sur notre territoire ce que l'on a, sur quoi on peut capitaliser. Et après, on va aller voir sur les territoires voisins. Et l'objectif des guildes, c'est aussi précisément d'apporter des solutions clés en main, opérationnelles, un peu plug and play, pour prendre les mots à la mode. Sur étagère, on va avoir une solution qui répond aux enjeux de transmission des fermes, de transformation semi-industrielle, de formation en agroécologie, etc. Ouais. Pour terminer, Annabelle Richard, est-ce qu'il y a une région un peu pilote, un peu plus avancée que les autres dans ce nouveau modèle dont vous parlez? Il y a des régions qui sont plus autonomes que d'autres et plus diverses que d'autres. Donc la région Bretagne se situe dans le top du classement sur l'autonomie. La région Pays de la Loire aussi est bien dotée. C'est des régions qui historiquement ont su cultiver le patrimoine local et le goût de la coopération. C'était porté par les coopératives agricoles. Il y a eu un bel essor industriel au sortir de la guerre, quand il y a eu un travail de planification et de régionalisation du développement économique. Donc ça s'explique aussi par l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant dans le message qu'on peut donner, c'est que la résilience, c'est aussi une question de culture économique. Et que les régions qui ont su, qui sont aujourd'hui les mieux dotées, sont celles qui ont su conserver un certain goût de la coopération économique, de la planification à leur échelle. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Et la start-up du jour s'appelle Ma Petite Planète. Bonjour Mathilde Hébert. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez fondée cette entreprise en 2019 avec Christian Dalatambi et Clément Debosc. C'est quoi le déclic, votre idée de départ? Racontez-moi.
Alors l'idée de départ, elle est venue au moment où on s'est rencontrés tous les trois. Donc on est trois à avoir cofondé cette association. Et on s'est rencontrés dans une autre association qui s'appelle La Fourmilière, qui a pour objectif de rendre le bénévolat aussi accessible qu'un verre entre amis. Et donc c'est un peu sur ces codes-là qu'on a voulu rendre l'écologie accessible à toutes et tous. Et puis à ce moment-là, donc c'était en 2019, juste après la grosse canicule qu'on a connue à l'été 2019. Et donc à ce moment-là, ça nous a paru assez évident de mettre toute notre énergie pour la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis, il y avait aussi cette volonté d'embarquer notre entourage sur ces sujets-là. Et puis, on s'est vite rendu compte que parler d'écologie avec son entourage, il pouvait y avoir certains freins parce que les arguments ne suffisaient pas toujours. Ça pouvait être perçu un peu comme moralisateur ou contraignant. Et donc, du coup, on voulait parler de ces sujets-là de façon positive et essayer de créer une expérience collective qui soit la plus motivante possible, du coup, à travers un challenge. Alors, c'est quoi? Ça passe par quoi? Une appli? Comment on peut participer au défi de ma petite planète? Oui, donc en fait, on a créé un challenge autour de défis écologiques qui durent 3 semaines, auxquels peuvent participer les personnes qui veulent jouer avec leurs amis, leur famille, donc le grand public, également les entreprises et les organismes publics qui veulent jouer avec leurs collaborateurs, et les établissements scolaires de la maternelle jusqu'au lycée. Et donc en fait, les défis, ces défis écologiques, ils sont à réaliser au quotidien, donc dans sa vie de tous les jours, par exemple, aller au travail à vélo, et ils sont à valider sur une application. Donc on a développé effectivement une application mobile et web. Donc il y a une application pour la version adulte et une application pour la version scolaire. Donc voilà, on a différents formats et on fonctionne par édition. C'est-à-dire qu'il y a des éditions adultes qui vont rassembler le grand public et les entreprises et des éditions scolaires qui vont s'adresser à tous les enseignants et enseignantes qui souhaitent embarquer leur classe. Ouais. Quand vous parlez d'édition, ça veut dire quoi? C'est des nouveaux défis que vous proposez? Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Ouais. En fait, l'idée, c'est de renouveler le défi qu'on propose et puis aussi de rassembler des milliers et voire plus tard des centaines de milliers de personnes en même temps, vraiment créer l'événement, se dire c'est maintenant qu'on va se mobiliser pour la planète. Et puis on s'est aussi rendu compte que c'était très motivant à titre individuel pour les personnes qui participaient de se dire en fait ces gestes-là, je suis en train de les faire moi individuellement, mais il y a des milliers de personnes qui sont en train de le faire en même temps que moi. Donc c'est pour ça qu'on a voulu fonctionner par édition. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en mode association ou en mode start-up, entreprise lucrative? C'est quoi l'idée? Alors c'est un modèle un peu hybride. Oui. Effectivement, on a le statut d'association, donc loi 1901, mais on a un modèle économique, c'est-à-dire c'est une prestation de service qu'on propose aux entreprises et aux organismes publics qui souhaitent mettre en place ce challenge, finalement faire un team building à impact avec leurs collaborateurs. Et donc ça nous permet leur participation financière nous permet de proposer notre contenu gratuitement pour le grand public et également pour les établissements scolaires. Donc si vous êtes enseignant ou enseignante, vous avez envie d'utiliser notre outil, notre application, c'est gratuit et vous pouvez embarquer vos élèves. Alors on gagne quoi? Au-delà de la satisfaction d'avoir participé à un défi et d'avoir apporté sa pierre, quoi. Je pense que c'est surtout l'idée. Je pense que la première récompense, c'est celle-ci. Oui. Il y a des récompenses symboliques. L'idée, c'est d'embarquer, de jouer en équipe. Donc, tout le monde a envie un peu de se tirer la bourre, de monter dans le classement pendant les 3 semaines. On a mis en place certains lots, certains prix pour les grands zizous de l'écologie, comme on les a appelés au moment de la création du challenge. Après, on essaie de proposer des récompenses qui soient quand même alignées avec nos valeurs. Donc, on a toute une liste de partenaires qui nous aident à proposer ce genre de récompense. On va terminer rapidement sur les entreprises qui participent ou qui ont déjà participé. C'est plutôt des grandes entreprises, ça peut être une PME, c'est quoi? C'est toute taille On accompagne vraiment toute taille d'entreprise, tout type de structure, quel que soit le secteur d'activité. On a à la fois des très grandes entreprises multisites. Donc là, récemment, on a pu accompagner BPI France ou Abeille Assurance, qui était anciennement Aviva, Decathlon, Capgemini, ce genre de structures. Des collectivités. Donc on a eu la métropole de Bordeaux, le département des Yvelines. Et puis des plus petites structures comme Phoenix ou Job Teaser, pour en citer quelques-uns. Et là, on attend pour l'édition qui va commencer donc le 30 mai. Il y a déjà une soixantaine de structures qui sont sur la ligne de départ, les collaborateurs sur les starting blocks. Pour participer au défi de Ma Petite Planète. Merci beaucoup, merci Mathilde Hébert d'avoir participé à cette émission. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur Bismart. Salut.